Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à la télévision Futur Média. 20h, c'est l'heure du journal. Au sommaire de ce 20h, accident mortel à Niougmerès, c'est dans la région de Saint-Louis. Un taxi a heurté un conducteur de moto Jakarta. Il est mort sur le coup. Les populations très en colère réclament des ralentisseurs dans la zone. Un groupe de 208 migrants sénégalais rapatriés du Maroc aujourd'hui. 9 dépouilles de migrants, dont 8 Sénégalais, sont actuellement dans la morgue d'un hôpital au Maroc en attendant la fin des formalités de rapatriement. Tension sur le marché de l'oignon, 7000 tonnes d'oignons réceptionnées ce matin au port de Dakar. Les autres 7000 tonnes attendues le 21 août prochain. Le directeur général de l'agence de régulation des marchés a fait savoir que cette pénurie est due à la période de transition entre la fin de la commercialisation de l'oignon local et l'arrivée tardive de l'oignon importé. En sport, football, la saison 2023-2024 va démarrer le 30 septembre prochain. Une annonce du président de la Fédération sénégalaise de football. Et puis nous ferons le point des autres actualités sportives avec Sadio Mané qui remporte son premier titre avec son club saoudien. Bonsoir à tous. L'actualité de ce samedi que nous démarrons par cet accident à Niougmerès dans la région de Saint-Louis. Un conducteur de moto Jakarta a été heurté par un taxi. Il a perdu la vie sur place et les populations de Niougmerès, très en colère, réclament des ralentisseurs. Écoutons Malik Gueye, c'est le porte-parole des populations. Il est au micro de Ousseynou Diop et de Habib Sek. Tout le monde est en colère. C'est la énième fois que ça se reproduise. Tous ces villages qui sont dans cette localité, ils n'ont pas de dodane. Et l'État, qu'est-ce qu'il veut? Que tout le monde meure. C'est ça qu'il veut? Nous, on n'a pas le temps d'aller manifester. On n'a pas le temps d'aller faire du n'importe quoi. On est là, chez nous, en train de travailler. Mais l'État, c'est la énième fois qu'on demande ça. Le véhicule minicar a ouvert sa porte. Le Jakartaman a heurté la porte du véhicule. Et il est tombé. En ce moment, le taximan roulait presque 140 à l'heure. Ce n'était même pas... Il ne pouvait même pas s'arrêter. Il l'a heurté en le poussant à 15 mètres. Et ça, c'est du n'importe quoi. Notre correspondant à Saint-Louis va suivre tout cela pour nous. Un nouveau groupe de 208 migrants sénégalais rapatriés du Maroc ce samedi. Ils sont attendus au Sénégal cette nuit. Par ailleurs, sachez que 9 dépouilles de migrants, dont 8 Sénégalais, sont actuellement dans la morgue d'une structure hospitalière au Maroc en attendant la fin des formalités de rapatriement selon le consul général du Sénégal, donc à Dakhla. Babou Sen, il est joint par Mambiram Diouf. Alors, oui, à titre de précision pour les décès. Voilà, pour les décès, en fait, il faut dire que la pirogue qui provenait de Mbour, avec à son bord 189 personnes arrivées à Dakhla, a amené avec elle 5 corps de personnes déjà décédées. Voilà. Et aussi beaucoup de blessés. Il y avait une trentaine qui étaient hospitalisés. Alors, parmi ces derniers, 4 sont décédés, dont 3 Sénégalais et 1 Malien. Et donc, pour les Sénégalais, on a pu identifier 3 des 5 corps. Et leurs dépouilles sont actuellement ici au niveau de Dakhla. Les personnes décédées à l'hôpital également ont leurs dépouilles ici. Les familles sont informées pour la plupart. Et donc le consulat s'attelle au rapatriement des
des dépouilles selon la volonté des familles. Voilà, donc nous allons aider au transfèrement si donc les familles le demandent. Inch'Allah. Les 208 migrants sénégalais sont attendus cette nuit ici à Dakar. Reparlons de l'oignon avec cette tension sur le marché due, selon le directeur général de l'Agence de régulation des marchés Ansoumana Sané, à la fin de la commercialisation de l'oignon local et à l'arrivée tardive du produit importé. Et pour parer à la pénurie, retenez que le marché donc a été approvisionné à hauteur de 7000 tonnes d'oignons qui ont été réceptionnées ce matin au port autonome de Dakar. Et puis sur les 14 500 tonnes, donc il y a eu 7000. Les autres 7000 tonnes sont attendues pour le 21 août prochain, ce qui doit faire baisser le prix donc du sac de l'oignon de 25 kilos, donc qui doit normalement coûter maintenant 17 000 francs CFA. Ansoumana Sané, que nous allons suivre tout de suite, il est au micro de Mambiram Diouf et de Alioune Diagne. En provenance de la Hollande est aujourd'hui traité en priorité en vue d'approvisionner le marché. Mais au regard du volume consommé par le Sénégal en moyenne par semaine et par mois, bien entendu, il faut du temps pour reconstituer le stock. La semaine prochaine, le 21, il y a aussi l'arrivée attendue d'un autre bateau qui contiendrait à son bord le même tonnage. Donc nous pensons qu'avec ces deux bateaux estimés à 14 500 tonnes, nous pouvons aujourd'hui espérer que vraiment les prix reviennent à leur niveau normal. Les dispositions nécessaires sont prises au niveau du ministère du Commerce avec la direction du commerce intérieur. Déjà, le ministre a pris des dispositions pour bloquer les prix à leur niveau normal. Parce que vous le savez, pour une denrée comme l'oignon, nous étions sur la structure des prix conseillés. Mais aujourd'hui, avec cette flambée des prix injustifiée, le ministre a pris bon de vraiment limiter la proportion spéculative et de limiter le prix à un niveau abordable en rapport avec les décisions qui ont été prises lors de la concertation sur la vie chère où les denrées de première nécessité doivent être maintenues à un niveau acceptable pour les Sénégalais. Il faut d'abord prendre en charge toutes les charges. D'abord le prix. Au niveau de la Hollande, aujourd'hui, c'est à peu près 20 €. Rapporté au CFA, c'est 13 120. Avec les charges portuaires et les charges liées au transport, le prix de l'oignon, notamment pour le sac de 25 kg, ne devrait pas dépasser 16 000 francs. Il y a aussi, ça c'est pour les grossistes, pour les demi-grossistes aussi, il y a une marge qui est appliquée jusqu'au niveau des détaillants. Donc, de façon globale, jusqu'au niveau des détails, le sac de 25 kg ne devrait pas dépasser 17 000. Allons maintenant au nord du Sénégal. C'est pour parler du trafic routier qui a été interrompu des heures durant sur l'axe Matam-Dandé-Mayo. Un bus s'est embourbé à l'entrée du vieux pont de Djamel. Un passage obligatoire pour rallier le reste du pays. Les populations de cette zone appellent les autorités à accélérer les travaux de la réalisation de la route du Dandé-Mayo. C'est un reportage signé Ali Bandelian et El Ajli. C'est un bus qui transportait des joueurs en provenance de Djamel qui s'est embourbé à l'entrée du pont. Un ouvrage dégradé qui reste pourtant le seul point de passage pour relier le Dandé-Mayo au reste du pays. D'où la mobilisation des autorités administratives locales sur le lieu. Alors pour cela, nous avons pris l'initiative de venir ce matin et de constater de visu ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'était prévisible quand même parce que nous avons eu à prendre des mesures pour interdire l'accès au pont aux véhicules de 3,5 tonnes. Et malheureusement, cette mesure n'a pas été respectée. Et aujourd'hui, nous le constatons, un bus a échoué au niveau de la culée avant. Ah mais c'est stratégique parce que dès que le pont est fermé, c'est tout le village de Djamel qui est isolé. Et tout le Dandé-Mayo, j'allais dire, du côté le Dandé-Mayo nord est isolé. Les mesures seront prises. D'abord, il faudra baliser. Ensuite, interdire et garder. En vérité, la construction du nouveau pont de Djamel est bien prévue dans les travaux de la route du Dandé-Mayo. Mais en attendant, la Géroute a déployé des unités d'intervention sur tous les points menaçants de la piste. En plus de cela aussi, il y a pratiquement tous les ponts qui sont sur le tracé du Dandé-Mayo. Il y a 7 ponts existants sur le tracé du Dandé-Mayo qu'il faut falloir reconstruire.
Les études sont déjà terminées, on est en phase de préparation pour démarrer les travaux. Et en plus de ces 7 ponts-là qui sont sur le tracé, il y a 3 autres ponts qui sont en dehors du tracé pour faciliter un peu le déplacement des populations et la continuité du territoire dans la zone du Dandemayo. Effectivement, ce phénomène-là, en fait, les dispositions ont déjà été prises en interne au niveau de la Giroud. Et l'entreprise en charge des travaux sur la section Matam-Nguidjologne a déjà mobilisé son matériel. Après plusieurs heures d'attente, le trafic a bien repris sur cet axe du Dandemayo Nord au grand bonheur des populations bloquées depuis vendredi soir. Merci Ali Bandelignon pour ce reportage. Les inspecteurs et contrôleurs du travail demandent à l'État du Sénégal d'augmenter leur salaire et c'est pour éviter donc des départs. En assemblée générale, le syndicat estime que c'est le seul moyen de conserver les travailleurs qui quittent donc pour le secteur privé. Néanmoins, ses membres reconnaissent quand même que l'État a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Elhadj Hassan et Hassan Ba et Amadou Ba ont assisté à la rencontre présidée par le ministre Sambassi. Aujourd'hui, le discours a évolué après les nombreux efforts faits par l'État sénégalais. N'empêche, il y a encore des défis à relever. Le syndicat a fait un travail remarquable, mais continue de formuler des demandes. L'enjeu, c'est d'arriver à conserver les travailleurs qui partent soit dans le privé ou dans les autres administrations. Et pour cela, l'État doit encore augmenter leur salaire. Maintenant, pour le conserver, il n'y a pas d'autre solution. C'est quoi? Augmenter les conditions de vie, c'est-à-dire le salaire. Donc nous sommes dans ça, même si nous sommes dans un pays aussi qui a des moyens limités, ça, nous en sommes conscients, mais qu'on fait en sorte quand même que ce qui nous revient quand même nous revient de droit. Le gouvernement reste ouvert et optimiste. Il s'est passé quelque chose d'assez curieux au niveau du ministère du Travail. Je ne parle pas des inspecteurs et contrôleurs, mais il y a eu une sorte de mouvement, en tout cas entrant vers le ministère du Travail, précisément à la suite de l'amélioration des conditions salariales, parce que ça s'est passé. Et beaucoup de gens qui n'étaient pas du ministère ont voulu venir vers nous. Ça nous a fait un peu sourire parce que d'ordinaire, on s'écartait un peu de notre chemin puisqu'il y avait de l'austérité. C'est vrai que, comme M. l'inspecteur vient de le dire, il y a toujours possibilité d'améliorer et de faire plus pour que nous retenions nos troupes. La volonté, elle est là. À travers ce congrès, il s'agira de réfléchir sur le thème « Quelle administration du travail pour l'accompagnement d'une économie sénégalaise sur les rampes de la croissance ». Aujourd'hui, la GIZ, convaincue que les inspecteurs contrôleurs du travail, le système d'administration du travail globalement est au centre de la croissance économique parce que la croissance économique se crée dans le cadre des entreprises et ce sont les inspecteurs du travail et les contrôleurs qui travaillent à cela, qui accompagnent les entreprises, mais également que la redistribution sociale se fait également à travers ce ministère qui s'occupe de la protection sociale. Donc c'est fort de ces aspects que la GIZ a pu accompagner cette Assemblée générale qui va poser le débat sur nos grands axes prioritaires. Ce 5e congrès de l'amicale des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale est aussi un congrès de retrouvailles et de bilan. Les chauffeurs de l'administration sénégalaise haussent également le ton et dénoncent leurs conditions de travail et demandent la revalorisation des primes de prudence qui, selon eux, n'a pas évolué depuis 1982. Au-delà de ce point, ils veulent une formation, ces chauffeurs, pour que ils puissent évoluer dans leur travail. Ils exigent également une rencontre avec le chef de l'État, Macky Sall. Mohamed Matar Gueye et le secrétaire général du syndicat des chauffeurs de l'administration sénégalaise. Il est au micro d'Alassane Ba et Ahmadou Ba. Le prime de prudence et le prime de résidence et l'augmentation des frais de déplacement et l'amélioration de toutes nos conditions de travail, surtout les formations. Nous avons fini l'Assemblée générale. Ce qui nous reste, c'est de nous engager. Nous avons fait une Assemblée générale. Nous avons essayé de rencontrer les autorités des autres et de leur soumettre nos doléances. On va tout faire pour rencontrer les autorités parce que nous, on avait une amicale des chauffeurs de l'administration du Sénégal. Mais sur cette amicale, on a demandé des audiences multiples au président de la République, mais ça n'a pas été. Nous avons écrit au président de la République plus de 10 lettres. Et puis, nous, on fait partie
du peuple sénégalais. Tout ce qui déplace, même le président de la République, quand il se déplace, avant de tout faire, il pense au chauffeur. Donc, on doit nous considérer, surtout la considération. Si vous voyez sur l'administration territoriale, les chauffeurs sont trop fatigués. Ils subissent. Les chauffeurs de l'administration territoriale subissent. On va essayer de régler tous ces problèmes. La politique n'a pas sa place au niveau du campus universitaire. C'est l'avis du professeur Adama Diaw, enseignant-chercheur en sciences économiques et de gestion à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Selon lui, la politique dans les universités menée par les étudiants est à l'origine donc des crises. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Diop. Il faut que l'étudiant se dise que moi je viens à l'université pour apprendre, mais pas pour faire de la politique. L'université n'est pas... Parce que chacun vient à l'université avec ses convictions politiques. Mais si on doit alors régler les batailles politiques ici dans le domaine universitaire, mais nous ne nous en sortirons jamais. Donc moi, c'est cette tendance que je vois actuellement et que je déplore. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie universitaire. Autrement, ce sont des milliards et des milliards dont d'autres couches de la société ont fortement besoin, qui seront gaspillés, qui seront jetés inutilement. Parce que l'État, quoi qu'on dise, met beaucoup d'argent dans les campus pédagogiques, dans le campus social, mais pour des années qui n'en finissent pas. Donc, je crois qu'il faut qu'on revienne à l'orthodoxie universitaire, qu'on se disent que les étudiants doivent d'abord être à l'université pour apprendre. Ils sont là pour apprendre et non pas pour occuper des postes de direction au CROUS ou à l'UFR. Alors, célébration de la Journée internationale de la jeunesse ce 12 août. Une cinquantaine de jeunes issus de 18 communes de la région de Dakar formés pour sensibiliser sur les changements climatiques. Ces jeunes vont dérouler des actions citoyennes pour mieux porter le plaidoyer sur la maîtrise de l'énergie et au niveau des concessions afin de limiter les émissions des gaz à effet de serre. Un atelier mené par Eau Vie Environnement en partenariat avec Pentium Sénégal et Thiel de Fun. Abdou Diouf, le secrétaire général de Eau Vie Environnement, il est interrogé par Abdoulaye Paté Anne. International de la jeunesse. Donc, il s'agit donc d'outiller les jeunes sur les notions de base relatives au changement climatique. Et l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de dérouler des actions citoyennes liées au changement climatique, suivant leur approche en tant que jeunes, avec des méthodes adaptées à leurs conditions de jeunes et en lien avec les autorités locales. C'est vrai que nous devons avoir de bonnes habitudes, avoir des espaces aérés, surtout dans nos maisons, mais surtout également avoir le réflexe justement d'utiliser correctement certains de nos matériels à la maison, comme nos frigos, les climatiseurs et même le système de transport que nous avons dans nos localité pose problème de ce changement climatique dont nous parlons et qui n'arrête pas de nous amener des situations complexes. Les inondations que nous connaissons dans nos localités, ces chaleurs extrêmes, ces températures extrêmes que nous vivons et bien d'autres situations sont aujourd'hui associées au changement climatique. Et c'est ça que nous voulions que les jeunes comprennent et s'organisent et entreprennent des actions. Parlons maintenant du renforcement de la sécurité dans le pays. Le ministre des Forces armées, avec le haut commandant de la gendarmerie, a procédé à l'inauguration de plusieurs brigades de proximité, notamment à Nianing et Malicounda. Une manière de densifier l'accès à la sécurité pour tous les citoyens. Sidiki Kaba, que nous allons suivre à l'instant au micro de nos correspondants à Bourg. Procéder à une série d'inaugurations de brigades de proximité avec le haut commandant de la gendarmerie nationale, le directeur de la justice militaire, le général de corps d'armée, Moussa Fall. Nous avons trouvé sur place des populations enthousiastes, des autorités administratives, coutumières et religieuses qui ont montré l'intérêt qu'ils avaient pour ces infrastructures
qui sont d'une importance capitale pour le maillage sécuritaire de notre territoire. Ceci répond à la vision du président de la République, Macky Sall, qui a souhaité une densification du maillage territorial pour que l'accès à la sécurité soit assuré à tous les citoyens. Dans un contexte et un environnement sécuritaire trouble, il est important que nous puissions ici travailler de manière à ce que nos forces de défense et de sécurité puissent faire face à toutes les menaces complexes, diffuses et asymétriques qui peuvent menacer notre pays. Je voudrais particulièrement féliciter le général Moussa Fall pour son engagement, sa posture républicaine pour la défense non seulement des populations en ces périodes, mais particulièrement dans sa volonté de traduire en actes concrets ce que le président de la République a voulu, à savoir qu'il y ait des brigades de proximité un peu partout à travers le territoire national. Nous en avons fait à l'est du pays, au nord du Sénégal. Nous voici sur la petite côte. Il y a une continuité d'action que je voudrais donc féliciter. Nous avons terminé la journée d'aujourd'hui, après l'avoir commencé d'abord à Niani et ensuite à Ngaparou, et nous la finissons ici à Malicounda. Nous voudrons aussi féliciter le maire qui a eu à construire cette belle infrastructure et qui l'a mise à la disposition de la gendarmerie nationale. C'est un exemple à suivre un peu partout, car si tel est le cas, il y aura évidemment une rapidité dans le maillage qui est en train d'être fait sur l'ensemble du territoire national. Sidiki Kaba est le ministre des Forces armées hors de nos frontières. Retenez que le président nigérien Mohamed Bazoum, détenu dans sa résidence présidentielle à Niamey depuis le coup d'État qu'il a renversé le 26 juillet dernier, a eu la visite de son médecin et a indiqué un de ses proches à l'AFP quand les inquiétudes concernant son sort se multiplient. En outre, la réunion clé de la CEDEAO sur le déploiement d'une force pour rétablir le président Mohamed Bazoum a quant à elle été reportée pour des raisons techniques selon des sources militaires régionales. Réunion initialement prévue ce samedi à Accra. Et pour rester dans ce même registre de la tension politique au Niger, Thierno Alassane Sall s'est rendu à Medina Baye pour demander au khalife général Cheikh Mahi Ibrahim Niasse de prendre son bâton de pèlerin pour le rétablissement de la paix dans cette partie donc de l'Afrique. Le président du parti La République des Valeurs a dit en outre par des sanctions qu'il juge illégales, outré par des sanctions qu'il juge donc illégales infligées au peuple du Niger. Le voici au micro de Ousmane Dem et de Thierno Diallo. C'est le travail important que le Cheikh Mohamedou Mahi a réalisé au Soudan, au Mali, en Gambie et dans d'autres pays comme apôtre de la paix. Et c'est vers cet apôtre de la paix qu'on s'est tourné aujourd'hui dans un geste d'espoir, mais également d'inquiétude. Vous n'êtes pas sans ignorer la situation qui prévaut au Niger et nous condamnons naturellement le coup d'État. En tant que démocrates, qui croyons à la démocratie, nous ne pouvons pas cautionner des coups d'État. Ça, c'est très clair. Mais néanmoins, il n'y a aucune raison pour que le Niger subisse, les peuples nigériens, les Nigériens subissent des sanctions aussi draconiennes que celles qui ont été infligées au peuple nigérien. Coupure de l'électricité, de la fourniture d'électricité du Nigeria et d'autres pays, alors que 70% de l'électricité qui est exploitée, qui est utilisée au Niger provient du Nigeria. Fermeture des frontières, rupture des liens commerciaux, alors que toutes les marchandises quasiment transitent par les ports du Nigeria, du Bénin, du Togo, ainsi que d'autres mesures drastiques comme la fermeture des agences de la BCEAO, ce qui devient à priver le Niger de ses moyens financiers. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont en défaut de paiement pour la première fois depuis plus de 40 ans. En laissant le peuple nigérien, qui est un peuple fier, dans une situation extrêmement difficile. Et c'est pourquoi nous sommes venus parler
au Khalif, en lui demandant de, encore une fois, prendre son bâton de pèlerin, son bâton d'apôtre de la paix, pour parler aux uns et aux autres. Parce que ici, il s'agit de la grande famille ouest-africaine. Quelques notes de musique dans ce journal avec le nouveau single de l'artiste musicien Idrissa Diop intitulé Biletank, une composition musicale dans laquelle l'auteur a fait un mélange de sonorités latines, cubaines, sans oublier le malar et la rumba congolaise. À travers ce morceau, Idrissa Diop rend hommage aux précurseurs de la musique sénégalaise, par la même occasion magnifier le village de Ngor. C'est un reportage de Ibou Diouf et de Lamine Diagne. Un mélange de sonorités, c'est pour chanter aussi le village d'Angor. La beauté d'une localité traditionnelle, magnifier les valeurs ancestrales. Le morceau Biletank de Idrissa Diop est aussi une musique et une histoire. C'était dans un club qu'on appelait le Calypso. C'était un club qui était en ville, à Dakar. Et il y avait un chanteur, énorme chanteur, qui s'appelait Sadali. Donc moi j'étais assis sur une table comme ça, je vois un couple qui danse sur la piste. Donc je regarde cette belle fille-là, qui dansait avec un beau jeune homme aussi, hein, là et tout. Je voyais que la fille-là ne voulait pas que son pied touche le pied du beau garçon là. Je suis parti chez moi et j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Biletanka. Idrissa Diop est un artiste aux collaborations multiples. Ses échanges et ses voyages musicaux se reflètent dans sa nouvelle production, un air de jazz mixé aux airs traditionnels africains, sans oublier la musique afro-cubaine. Le message c'est que Pape Sek Dagana a chanté ici, Alabas aussi a chanté ici, Aminata, Seini et tout ça. C'était des musiques qui touchaient toute l'Afrique. Ils ont beaucoup fait voyager la musique contemporaine sénégalaise. Et 58 ans après, moi je reprends cette chanson-là en rendant hommage, un tout petit peu en faisant un clin d'œil à ces éminents africains. Dans son nouvel album, Idrissa Diop propose une ballade dans des sonorités diverses, de l'afrobeat au jazz, de la musique sénégalaise. L'île d'Angor, de par sa tranquillité et son climat aéré, inspire aussi l'artiste. De l'Ébou, et comme je suis issu aussi de cette communauté Lébou, donc je suis ici presque chez moi. Tout ça, c'est à la générosité de justement des gens de Lébou, parce qu'on dit que les Lébou ouvrent, ils ferment jamais. C'est un Idrissa Diop plus que jamais passionné de la musique. Il vient de mettre sur le marché Biletank, une musique, une histoire, un vécu, des notes musicales pour témoigner son attachement au village de Ngor. Merci au très culturel Ibrahim Diouf, Ibou Diouf pour ce reportage. C'est l'heure de faire du sport ou bien de parler sport avec la saison 2023-2024 de football au Sénégal qui va démarrer le 30 septembre prochain. L'annonce est faite par le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui par ailleurs révèle le passage de 16 clubs dans les différents championnats en 2025. Le voici. Il s'agit d'aller dans des stades qui répondent aux normes des compétitions nationales. Un règlement sur les terrains de football va être institué à partir de la saison prochaine. Et l'un des changements majeurs, ce sera que tous les matchs se joueront dans des stades soit nationaux, soit régionaux, soit départementaux ou municipaux, parce que c'est là-bas que doivent se tenir les compétitions. C'est pour garantir bien entendu la sécurité, mais aussi valoriser nos championnats et aussi respecter les normes de sécurité définies par la CAF et la FIFA. Nous avons fixé d'ores et déjà les dates de référence pour la saison à venir, donc la saison 2023-2024. Il faut retenir que le démarrage de la saison est prévu dès le 30 septembre 2023 et la prochaine saison à venir se terminera le 15 juin 2023. La raison est simple. Chaque année, nous sommes acculés par la CAF parce que c'est au 30 juin qu'on doit communiquer
Donc les équipes doivent nous représenter en Afrique. On évitera d'avoir des suspensions des compétitions qui allongent la saison. Et l'un des faits marquants aussi qui a été retenu, c'est que pour ce qui concerne les compétitions de jeunes, il ne sera plus question, quel que soit le nombre de joueurs de clubs qui sont en sélection, qu'on arrête les championnats ici. En ce qui concerne la Ligue 1 professionnelle, elle passera de 14 à 16. Il en sera de même pour la Ligue 2 qui passera de 14 à 16, et ainsi de suite. Donc la DTN a proposé un schéma d'augmentation qui a été validé et qui implique aussi le National Amateur 1, le National Amateur 2, pour permettre un système qui renforce ces championnats-là compte tenu du niveau qui s'améliore et pour permettre à plus de ligues régionales d'être représentées dans les différentes compétitions. Par souci de cohérence et pour mettre toutes les équipes sur la même ligne, cette réforme n'entrera en vigueur qu'à partir de la saison 2024-2025. Et puis Sadio Mané qui remporte son premier titre avec son club saoudien Al-Nassr, je pense c'est ça. Le défenseur international sénégalais Abdoulaye Diallo qui quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Qatar. L'équipe nationale de football du Sénégal qui va disputer le match de préparation de la CAN 2023 en octobre. Voici le menu alléchant du round-up de l'actualité sportive signé Cheikh Sadibou Diarra. L'équipe nationale de football du Sénégal ne badine pas avec sa préparation de la CAN 2023. 3 matchs amicaux sont d'ores et déjà calés. Outre celui contre l'Algérie prévu le 12 septembre prochain à Diamniadio, le quotidien sportif Record annonce la tenue de 2 rencontres de préparation au mois d'octobre prochain. Face au Mali le 14, puis contre le Cameroun le 17. Des matchs qui vont très probablement se jouer en Europe, révèle également Record. En attendant, la star des Lions du Sénégal, Sadio Mané, remporte son premier titre avec son club saoudien Al-Nassr en finale de la Coupe arabe des clubs champions. Mané et compagnie ont battu Kalidou Koulibaly et ses équipiers d'Al-Hilal sur le score de 2-1 grâce au doublé du Portugais Cristiano Ronaldo. De bon augure pour Al-Nassr, un des clubs à suivre dans la nouvelle version de la Saudi Arabia League. Un championnat que rejoignent 2 autres internationaux sénégalais, le milieu de terrain Mamadou Loumdiaye, 26 ans, qui appartenait au FC Porto et qui est prêté avec option d'achat à Al Rayyan FC. Habib Diallo, l'attaquant de Strasbourg, âgé de 28 ans, signe pour sa part un contrat de 3 ans avec Al-Shabaab Club. Montant du transfert, 20 millions d'euros, bonus inclus. Pendant ce temps, Abdou Diallo, le défenseur de 27 ans du Paris Saint-Germain, va rejoindre Al-Arabi SC au Qatar. L'international sénégalais va s'engager pour 4 saisons au club basé à Doha. Merci, cher Sadibou Diarra, pour ce round-up, comme je le disais, très, très alléchant de l'actualité sportive d'aujourd'hui. Merci, et c'est cet élément qui met un terme à ce 20h que j'ai eu l'immense plaisir de vous avoir présenté. Merci à la régie pour la réalisation de ce journal, à Montbéram Diouf pour la coordination. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 20h pour le journal en français. D'ici là, passez d'excellents moments avec les programmes de la télévision Futur Média.